Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Le sujet nous concerne ou ne nous concerne pas. En tout cas, les yeux sont très souvent ces derniers jours rivés sur Paris avec le mouvement des Gilets jaunes déclenché depuis quelques instants, environ un mois déjà, marqué par des manifestations violentes à Paris. Pour en parler ce matin, pour refaire, je dirais, une sorte de parallélisme entre ce qui se passe en France et ce qui se passait il y a quelques semaines à Port-au-Prince, nous avons des invités avec nous ce matin. Daniel Souper est avec nous, il est entrepreneur, ancien banquier, il vit en Haïti depuis quelque temps, il est sur le plateau. Jérémy Tillon travaille comme journaliste à la Salle des Nouvelles, mais il est producteur de formation. L'ancien ambassadeur, ou encore l'ambassadeur Lionel Etienne aura à nous rejoindre sur le plateau ce matin pour discuter de cette affaire. Et puis de Paris étant pour une idée réelle de la situation ce matin, Aude-Marie Théodore aura à intervenir dans cette émission. Elle est étudiante, conseillère en communication politique. Elle détient une licence en relations internationales et en sciences politiques. Elle aura donc à nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission spéciale, la rubrique Le Point de Métropole. D'abord, avec nos invités qui sont déjà là. Daniel Souper, bonjour, merci d'accepter de partager avec nous vos compréhensions de ce qui se passe là-bas à Paris depuis quelque temps. Merci, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs. Bien sûr, je partage volontiers mon point de vue, qui n'est qu'un point de vue individuel et au travers de ce que nous apportent les médias jusqu'ici. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. J'essaierai de vous expliquer ce que moi j'en pense, quelle est l'analyse que j'en fais, quelles sont les conséquences peut-être qu'on va trouver. Quant à ce que vous avez suggéré, c'est essayer d'en faire un parallèle avec ce qui se passe en Haïti. Je crois que je vais avoir un peu de mal à le faire parce que ce sont deux sujets qui n'ont rien à voir, je pense. Il y a des manifestations, il y a des conséquences qui sont un peu à mettre en parallèle, comme les manifestations et les brutalités. Mais pour le reste... On va revenir pour les explications un peu plus tard, Daniel Souper. En tout cas, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Jérémy Tillon, je l'ai dit, est avec nous à la Salle des Nouvelles, mais aujourd'hui, ce n'est pas en tant que journaliste qu'il va intervenir, mais c'est quelqu'un qui a vécu pendant longtemps en France, qui a grandi en France et qui a, je dirais, sa propre compréhension de ce qui se passe en France depuis quelque temps. Il est avec nous. Jérémy Tillon, bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à tous. Et effectivement, oui, c'est un sujet qui me tient assez à cœur et j'ai beaucoup d'amis en France qui m'appellent pour me donner effectivement des feedbacks positifs ou négatifs. On va essayer de décrypter ensemble ce qui se passe et puis on va voir aussi ce qu'a annoncé le président et les conséquences sur le peuple français. Un peu plus tard, si possible, on pourra, je dirais, diffuser une partie ou encore un extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, je peux rappeler qu'il a prononcé un discours qui a été retransmis à la télévision. C'était hier, 10 décembre, à 20h. Le chef de l'État avait annoncé un certain nombre de mesures en réponse aux revendications ayant émergé à la faveur du mouvement des Gilets jaunes. Principale mesure annoncée, une augmentation de 100 € par mois du revenu des travailleurs au SMIC dès 2019, l'annulation pour cette année de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2 000 € par mois et la suppression des impôts et charges pour les heures supplémentaires dès 2019. Le président de la République a par ailleurs demandé aux entreprises qui le peuvent de verser une prime de fin d'année aux salariés qui sera défiscalisée. Sur l'impôt, sur la fortune, en revanche, le chef de l'État a refusé de faire machine arrière. Enfin, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un débat à l'échelle nationale sans précédent pour aborder à la fois l'environnement,
l'immigration, la décentralisation de l'État ou encore le vote blanc. Le tout en s'appuyant pour cela sur les maires qu'il entend rencontrer lui-même, région par région. D'abord avec vous, Emmanuel Soupert, qu'est-ce que ça vous dit, les annonces faites par le président Macron? Bon, je crois que de toute façon, il était contraint d'annoncer un certain nombre de choses très concrètes et il a essayé d'aller au-devant des exigences et des revendications des gens aujourd'hui les plus actifs, qui sont sur les ronds-points, qui sont sur les blocages de routes, qui vont aux manifestations dans les grandes métropoles. Et il devait à tout prix faire en sorte que ces gens comprennent que bon, on va au-devant d'eux et on va essayer de leur donner une satisfaction immédiate. Je pense que malheureusement, le président Macron a pieds et poings liés sur le plan économique et que les finances de l'État français ne sont pas telles que l'on puisse se permettre de dépenser à tout va et d'augmenter considérablement les dépenses. Elles sont déjà trop élevées. Et demain, ça va signifier aussi que, quoi qu'il en soit, les impôts vont encore augmenter parce qu'il faudra bien payer ces dépenses où on va avoir la dette de la France qui va de toute façon augmenter parce que cet argent, il va falloir le trouver. Avant d'avoir la réponse de Jérémy Tillon à la question que je vous ai posée, et avant d'accueillir aussi l'ambassadeur Lionel Etienne qui nous a rejoint heureusement, et nous allons revenir sur l'extrait du discours du président Macron, comme on l'a dit, c'était hier. Nous avons tous vu le jeu des opportunistes qui ont essayé de profiter des colères sincères pour les dévoyer. Nous avons tous vu les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République, cherchant le désordre et l'anarchie. Aucune colère ne justifie qu'on s'attaque à un policier, à un gendarme, qu'on dégrade un commerce ou des bâtiments publics. Notre liberté n'existe que parce que chacun peut exprimer ses opinions, que d'autres peuvent ne pas les partager, sans que personne n'ait à avoir peur de ses désaccords. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. Nous y mettrons tous les moyens, car rien ne se construira de durable tant qu'on aura des craintes pour la paix civile. J'ai donné en ce sens au gouvernement les instructions les plus rigoureuses. Mais au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation. Et cette indignation, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager. Et on a entendu, Jérémy, vous pouvez réagir. Oui, donc le président Macron, on a senti qu'il était un petit peu pieds et poings liés. Après 4 semaines de manifestations, il s'est enfin exprimé devant les Français. Alors, moi, personnellement, je pense que ces mesures, l'augmentation du SMIC ou la défiscalisation au niveau des heures supplémentaires, ce sont des mesures, entre guillemets, des mesurettes. Pourquoi? Parce que l'augmentation du SMIC sur 100 €, c'était déjà prévu avec la prime d'activité qui, chaque année, augmente de 30 €. Donc, on revenait à 100 € au bout de 2020. Donc ça, il a plutôt accéléré le calendrier fiscal au niveau du SMIC. Pour ce qui est de la défiscalisation des heures supplémentaires, là je vais peut-être plutôt laisser l'entrepreneur s'exprimer, mais c'est vrai qu'au bout de 4 semaines, on a senti que le président avait enfin compris qu'il fallait écouter en tout cas cette colère qui s'est exprimée dans la rue, mais que les mesures arrivaient peut-être un peu trop tard et que maintenant là, les syndicats ont repris le mouvement, qu'il y a des ailes dures à droite et à gauche qui disent que c'est pas suffisant. Il y a aussi toutes les professions intermédiaires comme les artisans, les gens qui gagnent entre 1000, 2000, les petits commerçants, des gens comme ça qui ont dit mais non, il nous faut plus. Donc le président Macron a proposé des mesures qui étaient intéressantes, mais à l'heure actuelle, il y a des chances que le peuple français souhaite plus. Donc comment va faire le président Macron pour donner plus, alors que là, on a calculé les mesures qu'il a proposées, ça s'est chiffré entre 4 et 8 milliards.
Donc où est-ce qu'il va trouver ces 4 et 8 milliards en sachant que l'Europe va lui dire mais non, là tu vas avoir un déficit qui est beaucoup trop énorme. Donc il va être obligé de peser le pour et le contre. Est-ce que je choisis l'Europe ou est-ce que je choisis le peuple français? Bon, ce qu'il aurait déjà fait, non? Ce qu'il a commencé à faire, mais... Pas dans l'absolu. Pas dans l'absolu, mais c'est des annonces et des mesures qui ne sont pas de grande envergure. Donc on va vraiment attendre ce qui se passe sur le long terme. Merci Jérémy Tillon. Et c'est bien sûr le moment d'accueillir l'ambassadeur Lionel Etienne. Bonjour ambassadeur. Bonjour Wendell, bonjour aux membres du panel et bonjour à vos téléspectatrices et à vos téléspectateurs. Et c'est avec quel intérêt vous suivez ce qui se passe en France aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. C'est même l'occasion même de vous féliciter d'avoir amené ce sujet autour de cette étable. D'abord parce qu'il y a une similitude très prononcée entre les deux populations qui sont concernées. Je n'hésiterai même pas à parler même d'intimité entre ces deux populations-là. Et puis, en dehors de quelques différences aussi, mais il faut surtout s'attarder sur les points communs. À savoir, deux populations qui réclament une réforme profonde. Oui, mais avant ça, ambassadeur, permettez que je vous arrête un moment. Tout a commencé par une augmentation des prix du carburant, comme c'était le cas pour nous en Haïti le 6, 7 et 8 juillet. Même symptôme. Ça a été juste des éléments déclencheurs. À part qu'ici, ça a été particulier, parce que la façon dont ça a été fait, malheureusement avec une infinie maladresse, et puis dans des proportions qui ne sont pas les mêmes non plus. Mais là encore, c'est pareil, que ce soit pour l'augmentation du prix du carburant, ça cache quand même, je crois, une volonté de changement qui est beaucoup plus profonde, qui attend des réponses, et des réponses qui ne viennent pas. Je crois que dans un cas comme dans l'autre, les dirigeants de ces deux pays ont été pris de court et tâchent bon gré, mal gré, de trouver des solutions qui, on peut redouter, ne s'avèrent être que des palliatifs. On attend des reports, des changements profonds à une situation d'urgence. Et trop souvent, on voit des esquives ou des retards Ça fait 30 ans. qui ne viennent pas. Ça fait 30 ans. Mais plus que 30 ans. Même plus que dans notre cas, là, c'est presque... Non, oui, d'accord. Mais est-ce que, à votre avis, messieurs, est-ce que, en fait, en votre qualité d'observateur, est-ce que ce qui se passe là en France, ce qui s'est passé en Haïti, est-ce que ça ne va pas produire l'effet domino sur d'autres pays? Est-ce que vous ne craignez pas que cela ait cet effet-là, étant donné qu'en Haïti, le gouvernement a annoncé l'augmentation des prix, boum, 6, 7, 8 juillet, avec toutes les conséquences. Et en France, si je crois bien comprendre les propos de l'ambassadeur Etienne, l'augmentation des prix du carburant n'est que l'arbre qui cachait la forêt. C'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau qui allait renverser. Les Haïtiens vont commencer par se sentir moins seuls. Ils vont sortir un peu de leur isolement. Les temps ont changé. Et Haïti, comme on sait, est resté vraiment à l'écart de l'évolution de tout ce qui se passait à travers le monde. Je crois qu'il faut quand même garder une vision globale des choses. Ça bouge un peu partout. Et il ne faut pas se méprendre non plus. Hein. On dit trop souvent, malheureusement, que, se référant aux Haïtiens, que c'est un peuple non violent. Je ne crois pas que les Haïtiens soient non violents. Je crois que les Haïtiens attendent avant de réagir, attendent de récupérer des forces. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de faiblesse extrême et quand les réactions arrivent, elles sont explosives. Absolument. Et si on n'apporte pas une solution rapide, si on ne fait qu'attendre et à tomber dans le dilatoire, les réactions seront encore plus fortes. Il faut aller au fond des choses aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ça le point commun aussi. Mais avec ce qui se passe. Il y a aussi autre chose, il y a aussi d'autres points communs, par exemple ce qui se passe dans les rues, la violence dans les rues. Bon, là, je pense que j'émettrais un petit bémol quand même entre la violence en France et la violence en Haïti. Et en France, il y a eu... Les premières manifestations étaient quand même sécurisées.
les préfectures étaient au courant. Il y a eu des débordements, non pas parce que les policiers n'étaient pas là, mais parce que le service de sécurité n'était pas encore habitué à ce type d'attaque urbaine où il y avait un groupe de 10-20 personnes qui allaient attaquer un magasin, puis il y avait un autre groupe de 10-20 personnes qui allaient attaquer un magasin. Logiquement, une manifestation en France, c'est un bloc de 1000 manifestants devant 100 CRS. Là, c'était complètement différent. 1000 manifestants qui auparavant étaient organisés parce que c'était des manifestations gérées par les syndicats, confédérations syndicales ou par des associations qui sont structurées et qui avaient des services d'ordre. Il y avait ça aussi. Or là, on a un phénomène tout à fait nouveau, c'est que ces manifestations refusent même. Elles sont apolitiques et elles ne sont pas syndiquées. Et elles refusent d'être encadrées d'une manière ou d'une autre. Et elles ont beaucoup trop de mal à se structurer en elles-mêmes. Si ces manifestations sont apolitiques, pourquoi est-ce que Macron dénonce la récupération politique du mouvement? Parce qu'il y a bien sûr des gens qui veulent récupérer ce mouvement à droite comme à gauche pour des buts purement politiciennes. La droite qui crie et qui exige la dissolution du Parlement, l'ultra-gauche qui fait la même chose, chacun espérant que, en brouillant les cartes, en dissolvant le Parlement, ils vont tirer leur épingle du jeu, ils auront plus de députés, mais tout ça c'est de la petite politique à très court terme. Le problème, d'abord, moi, il y a le mot apolitique, j'aimerais y mettre un petit bémol parce que il n'y a rien d'apolitique. Quand vous vous levez le matin, vous faites de la politique parce que vous vous levez. Quand vous allez chercher votre pain chez le boulanger, vous faites de la politique d'une manière ou d'une autre. Tous les actes de la vie sont des actes politiques parce qu'on agit dans le cadre d'une société. Et donc, quoi qu'on fasse, c'est a un sens politique. Plus ou moins évident, c'est certes, mais c'est politique quand même. Maintenant, le problème, il est beaucoup plus ancien que ça. Il plonge ses racines dans la modernisation de l'Occident, en tout cas pour le moins, et dans le capitalisme. On avait auparavant un capitalisme qu'on va dire plutôt régional, national, avec des grosses entreprises qui avaient leurs racines sur des territoires. Et aujourd'hui, on a un capitalisme qui est hors sol. Qui est européen. Plus qu'européen. Même européen, mais on fabrique en Chine. La mondialisation a fait que les entreprises capitalistes, même des petites d'une certaine façon, au sens qui ne sont pas des monstres comme les GAFA ou Exxon ou Total, ces entreprises-là ne plongent plus leurs racines dans des régions, ne prennent plus en compte leur rôle social, ce qui était le cas auparavant. Une entreprise comme Michelin, comme les entreprises textiles, comme la sidérurgie, partout dans le monde, elles ont construit ce qu'on appelle aujourd'hui des corons, mais des quartiers entiers pour que leur personnel puisse trouver des logements décents par rapport à l'époque. Il y avait quand même des systèmes qui étaient mis en place pour les prendre en charge sur le plan de la santé. Donc aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Merci, on va observer la pause. Oui, si vous permettez, juste rapidement. Mais là encore, le parallèle demeure avec ce qui s'est passé ici. Au début, pour les premières manifestations, on a très rapidement expliqué qu'elles étaient commanditées chez nous. C'est-à-dire qu'elles étaient purement politiques. Et on a oublié qu'il y avait aussi une bonne part de spontanéité là-dedans. Oui, c'est vrai. Et ensuite, ces mouvements ont été très vite récupérés par les politiques. Mais le côté spontané, en aucun cas, on ne peut pas l'oublier. Ce qui traduit véritablement un ras-le-bol et la nécessité absolue d'apporter un changement radical. Juste pour rejoindre ce que disait M. l'ambassadeur avant de clôturer Wendell, je pense qu'il y a une similitude entre les deux peuples, c'est qu'il y a une déconnexion de la classe politique ou de l'élite politique par rapport à le ressentiment de la population. Souvent, entre le politique et la population, il y avait souvent le député ou le sénateur qui allait remonter justement ce qu'il avait dans sa circonscription. Et là, on se rend compte qu'à l'Élysée, ou en tout cas ou en Haïti, peut-être le palais national, était complètement déconnecté de ce qui se passait sur le terrain. Et ça leur est revenu comme un boomerang. Mais vraiment d'une façon où même le député ou le sénateur ne pouvait plus être le tampon qui pouvait absorber justement la courroie de transmission. Exactement. Merci Jérémy, merci Daniel Soupé, merci ambassadeur Etienne. On va observer la pause et au retour,
Et on accueillera Aude-Marie qui est en France. D'ailleurs, c'est une émission qui, a priori, est dédiée, je dirais, aux étudiants qui suivent ce qui se passe à l'étranger. Bon, ça c'est pas pour faire de la discrimination quand j'utilise ce terme. Tout le monde est concerné, mais je pense que les jeunes étudiants ont beaucoup à apprendre d'une telle initiative prise par Métropole ce matin. Alors, il y a aussi une préoccupation, l'intérêt des immigrants, l'intérêt des étrangers. On a constaté, on a vu la réaction des ministres français qui dénonçaient en quelque sorte l'ingérence des pays, de certains pays étrangers, et avec aussi la réaction à l'étranger de certains responsables et les ministres qui sont mécontents, Donc, on verra au retour, et avec bien sûr vos commentaires et aussi avec Aude-Marie qui est à l'étranger, comment les ressortissants des autres pays vivent ce qui se passe. À quel niveau se sentent-ils concernés, intéressés? Nouvelle similitude avec la situation haïtienne. Et vous faites bien de le mentionner. Merci, messieurs. On revient tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Plusieurs invités sont avec nous ce matin et au cœur des débats, au cœur des discussions, le mouvement des Gilets jaunes en France. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Monsieur, de votre patience et de l'intérêt, nous parlons des Gilets jaunes, ce mouvement déclenché en France depuis déjà un mois et qui provoque des réactions un peu partout. Et sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole ce matin, l'ambassadeur Lionel Etienne, Jérémy Tillon, Daniel Souper. Et comme on l'a dit, on va essayer de se faire une idée de la situation aujourd'hui, quelques heures après le discours du président Macron. Et c'est Aude-Marie qui va nous en parler. Alors oui, bonjour. Aude-Marie, bonjour. Bonjour. Oui, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. OK. Et je parle de votre compréhension et de la question après le discours du président français. Quelles sont donc les réactions jusqu'à présent, Aude-Marie? On va dire que les réactions sont assez mitigées, dans la mesure où, par exemple, j'étais en train de regarder une intervention de Mélenchon, qui, je ne sais pas si vous connaissez Mélenchon, c'est un ancien candidat à la présidence. Et en gros, en fait, il a fait une intervention par rapport à ce qu'a dit Macron, où pour lui, c'est des duperies d'Emmanuel Macron. Pour lui, en fait, il a tenu à pointer toutes les personnes qui n'ont pas été prises en compte dans l'intervention de Macron, notamment, par exemple, les femmes, notamment une certaine partie de la population, les chômeurs, les salariés, ou aussi il a tenu à préciser que ces mesures, en fait, elles allaient être, les mesures prises par Macron, en fait, elles allaient être payées par les Français. Donc déjà, là, on parle Aude-Marie, de la réaction d'un politicien. Maintenant, les principaux concernés, disons, les Gilets jaunes, quelles sont leurs réactions? Les Gilets jaunes, quant à eux, en fait, pour eux, c'est Macron, il a parlé, Macron, il est venu avec des nouvelles mesures qui sont certes bien, mais qui ne vont en aucun cas arrêter le mouvement. Parce que pour eux, c'est des mesures que Macron aurait dû prendre il y a de cela bien longtemps. Macron a attendu que le mouvement dégénère et que pour eux, le mouvement doit continuer. Maintenant, et pour ce matin, ça se passe comment en France? Disons, il est déjà à l'après-midi chez eux. Pour ce matin, oui, c'est le début de l'après-midi. Et on va dire que c'est surtout les réactions des gens ci et là. Là, oui, c'est plutôt calme, les activités ont repris. Il y a quand même le débat qui se fait aussi parce qu'il y a une femme qui est morte hier soir à cause des barrages qui ont été faits par les Gilets jaunes. Et du coup, on va dire que la vie continue normalement, il y a des réactions, mais ça n'a fait en aucun cas
les activités des gens. Est-ce qu'on peut revenir, Aude-Marie Wendel, sur les revendications des Gilets jaunes? Et qu'est-ce qu'ils revendiquent en général, ou en gros? En gros, en fait, on va dire que les gilets jaunes, ils revendiquent le pouvoir d'achat. En fait, ils veulent une hausse du pouvoir d'achat. Et aussi, concernant le carburant, je sais que vous avez probablement déjà entendu parler avec les mesures qu'avait prises Macron. En fait, ils voudraient que le prix du carburant baisse. Et ça, c'était les plus grandes mesures que eux, en fait, ils revendiquaient. Et comment expliquer que le mouvement devra continuer, comme vous l'avez dit, alors que le président est revenu sur sa décision de revoir à la baisse les prix du carburant? À vrai dire, on est vraiment... Tout le monde essaie vraiment de donner leur idée sur ce qui va se passer. Et moi, personnellement, je ne peux pas dire si le mouvement va vraiment continuer en soi, parce que la légitimité du mouvement se basait sur le fait que c'était un mouvement qui regroupait des personnes de gauche et un mouvement qui regroupait des personnes de droite, patrons, employés. En fait, tout le monde pouvait se retrouver dans les revendications des Gilets jaunes. Et c'est ce qui faisait un peu la force du mouvement. Et c'est ce qui faisait aussi la légitimité du mouvement, parce que c'est un mouvement qu'on ne pouvait pas vraiment qualifier. Surtout, la France a eu des mouvements par le passé, si je vais dire ça comme ça. Mais il n'y a aucun qui ressemblait vraiment à ce type de mouvement-là qu'on a eu. Et là, maintenant, on est à un moment où on ne sait plus vraiment si le mouvement a autant de légitimité. J'ai lu ce matin un sondage où la plupart, selon l'opinion publique, les gens ils veulent que ce mouvement arrête maintenant. Il faudrait que le mouvement cesse. Et je crois que 54% de la population française, après le discours de Macron, ils sont pour que le mouvement cesse. Donc, du coup, on se demande, est-ce que les gens ils vont continuer ce mouvement alors qu'une certaine partie de la population se déconnecte, si on peut dire, de mouvement. Les reproches maintenant adressés à Macron? Les reproches adressés à Macron, c'est ce que je vous dis auparavant, c'est ce que Macron a dit. C'est que les 100 € par exemple que l'on va avoir comme cadeau pour les SMIC, pour les gens qui touchent le SMIC, c'est quand même de l'argent que l'on va devoir prendre sur les taxes ou sur les impôts. Donc, même si les employeurs, eux, ils ne paient pas, mais ce sera quand même la population qui va payer ça. C'est les mêmes reproches en fait que l'on continue de lui faire. Le fait qu'une certaine partie de la population est quand même restée oubliée. Et que aussi on lui reproche le fait que l'argent en fait qui va être versé aux gens n'est pas pris sur l'argent des riches, si je peux reprendre les propos des gens. Est-ce que les ressortissants des autres pays qui sont en France actuellement se sentent concernés par ce mouvement? Est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez entendu les commentaires? Moi, j'ai discuté personnellement avec des jeunes. Il y en a beaucoup qui ne se sentaient pas forcément concernés dans la mesure où c'est une crise profonde qui touchait surtout la France et qui touchait surtout les Français dans leurs revendications. Cela dit, il y a eu quand même des étudiants, par exemple, ou d'autres étrangers avec lesquels j'ai parlé, qui se sont concernés, par exemple, par les mesures que le Premier ministre Édouard Philippe avait prises concernant la position des étudiants maintenant qui vont devoir payer plus pour avoir accès à l'éducation en France. Donc, il y a eu des étudiants qui ont parlé sur ça, mais ce que je peux dire, c'est que une des phrases de Macron concernant l'immigration hier soir a commencé à faire couler beaucoup d'encre, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé l'implication de l'immigration dans un débat qui touche la population française, si je peux dire ça comme ça. À moins que les invités... Ça risque de faire ressortir les questions de racisme et tout ce qui est lié avec l'immigration en général. Donc, ils ne sont pas vraiment aimés. Je ne sais pas si les invités qui sont avec moi ont une question à vous poser, Aude-Marie. Mais moi, une dernière question. Pourquoi on les surnomme gilets jaunes et non gilets verts ou gilets blancs? Est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment jaunes ou pas? On va dire que oui, parce que d'un côté, ils sont jaunes, et aussi parce que le mouvement, en fait, à la base, c'est un mouvement
personnes de la route, si je peux dire ça comme ça. Le mouvement est parti comment dire, d'automobilistes, vous voulez dire? D'automobilistes. Par exemple, il y a eu les premières manifestations, c'était des syndicats automobilistes qui a fait commencer. Donc, je pense que c'est de là que qu'est parti le mouvement. Merci. Jérémy, vous avez une question pour Aude-Marie, non? J'ai pas forcément de question, mais je rejoins effectivement ce qu'elle disait par rapport aux automobilistes. En fait, Macron, ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'augmentation du gaz, ou en tout cas de l'essence sur la population française, les premières personnes qui étaient impactées, vraiment, ce n'étaient pas forcément les citadins, c'était les personnes, c'était les personnes qui habitaient dans les zones rurales ou en province. Bon, si on n'a pas de question pour elle, oui. je la laisse partir. Oui, vous avez un dernier mot, Aude-Marie? Bon, moi-même, mon mot de la fin, c'est on va voir ce qui va se passer. Et parce que déjà, par exemple, une certaine partie de la population est plus ou moins satisfaite des mesures annoncées par Macron. Et on va suivre et voir où ça va aller. Donc, du coup, je souhaite que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on assiste plus ou moins à un changement positif dans la situation en France. Merci beaucoup. Allez, bonne fin de journée. Voilà. L'explication des Gilets jaunes. Alors, juste un moment, alors c'est Aude-Marie Wendell Théodore, elle intervenait de Paris, étant étudiante et puis elle est conseillère en communication politique, elle détient une licence en relations internationales et en sciences politiques. Voilà. Et intervention très intéressante parce que c'est sur le lieu. Simplement une petite précision, ils sont venus les Gilets jaunes parce que pour se distinguer, ils ont tous eu l'idée d'utiliser les vestes de secours qu'on doit avoir dans les voitures en France. Oui. Tous les automobilistes doivent avoir une veste jaune pour l'essentiel, jaune fluorescente, pour justement, quand ils ont une panne, on doit la revêtir pour se distinguer, pour ne pas avoir d'autres accidents. Donc tout le monde a revêtu cette voiture. Le gilet jaune, il est à la disposition de tous les automobilistes. Oh, ok. Oui, ambassadeur. Une petite remarque très rapide à propos du gilet jaune qui dénote vraiment le sens de la discipline de ces personnes-là, de ces organisateurs. Parce que tout de suite, il y a un signe distinctif. Oui. Chez nous, dans les manifestations, il n'y avait pas de signe distinctif. Exact. Et les gens l'ont inventé. Ils ont affublé les manifestants de toutes sortes de qualificatifs. Ça va de bandits en passant par malfrats et tout le reste, c'est-à-dire des qualificatifs qui n'avaient rien à voir avec les manifestants eux-mêmes, dans certains cas. Hein. Savez-vous, ça veut dire qu'il y a une spéculation là-dessus. Savez-vous, messieurs, qu'on est déjà à plus d'un millier d'arrestations? En France? Oui. Alors, il y a eu plus que ça, 1300 quelque chose arrestations. Alors, c'est ce que vous dites. Et ensuite, ils ont été libérés pour l'essentiel. Il y a très peu de gens qui ont été présentés à la justice. Mais ils ont arrêté beaucoup de monde, en effet. Après, on en a combien chez nous oui, en Haïti? Ça, c'est difficile. Enfin, non, ce qu'il faut se comprendre, c'est... non, là, il n'y a pas de similitude, ambassadeur. Non, précisément, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, à ce niveau-là, on rentre dans les nuances maintenant. Il y a une chose qu'il faut comprendre, je crois, parce que ce mouvement des Gilets jaunes, il plonge son histoire dans 30 ou 40 ans de politique au niveau national qui ont essayé de s'adapter plus ou moins, mais qui n'ont jamais pris en compte le phénomène des gens qui étaient marginalisés, plus ou moins marginalisés géographiquement. C'est-à-dire que les plus pauvres, contrairement par exemple aux États-Unis, les plus pauvres étaient chassés des villes, des centres-villes pour aller vers les banlieues, puis des banlieues sur les grandes banlieues, et dans les provinces, on a eu une politique en France de concentration sur les métropoles, des concentrations économiques, des concentrations politiques, concentration des services publics, et on a peu à peu abandonné les régions. Et ces gens-là qui sont dans les régions sont encore extrêmement nombreux, pour la plupart dépendent des métropoles, mais sont obligés de faire de plus en plus de chemin pour se rendre à leur travail, de plus en plus de chemin pour avoir accès aux services publics, sans avoir pour autant les transports en commun. On ferme de plus en plus d'hôpitaux parce qu'on dit que plus les hôpitaux sont petits, plus les risques médicaux sont grands, ce qui est peut-être vrai,
Mais maintenant, aujourd'hui, une femme qui doit accoucher doit faire 70 km pour aller accoucher dans une clinique parce qu'on a fermé l'hôpital qui était dans le petit bourg de 3 ou 5 000 habitants. Et c'est tout ce mécontentement-là qui s'est agrégé. Donc on est en droit de dire que le mouvement est à l'origine sociale, très social. Absolument. Absolument. Mais comment éviter, par exemple, qu'un tel mouvement atteigne d'autres secteurs, politiques notamment? Bon, Parce que ça a vite gangréné et toutes ces parties-là étaient concernées là-dedans. Et c'est très intéressant, les dernières réflexions de Daniel là-dessus. Encore une fois, on est en plein parallèle avec la situation en Haïti, avec l'exode rural, où tout s'est concentré sur la capitale au cours de ces dernières années, et personne, apparemment, ne s'est pas soucié de ce problème-là. Et ça a débordé sur la ville. Et probablement, quand je dis que ça a débordé, ça a débordé, et le débordement, c'était quoi? Ça a été l'exode vers l'extérieur. Oui, ça veut dire le problème migratoire. depuis des décennies. Mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Oui, mais sauf qu'il y a un effet de concentration en Haïti sur les métropoles, mais il n'y a pas l'accompagnement public pour mettre les infrastructures nécessaires pour que ces métropoles évoluent. Le parallèle a été l'absence de gestion de ce mouvement-là, qui n'était pas là, bien sûr, malheureusement. Bien sûr. Et ça ne peut pas. Non, ça peut très bien déborder, parce que pour moi, tout ça est la traduction de ce que je vous disais tout à l'heure. Cette espèce de capitalisme débridé à l'échelon mondial où les entreprises ne se sentent plus avoir un rôle social. Et ça peut aller beaucoup plus loin, parce que ça peut peut-être faire changer les mentalités. Je ne sais pas qui d'entre vous accepterait de répondre à cette question d'un auditeur. Est-ce que la censure en France n'a pas un peu masqué le malaise social, pourtant très discuté par la droite française, Alain Soral, et même un humoriste comme Dieudonné Mbala? Bon, est-ce que là on parle d'antisémitisme ou est-ce qu'on parle de politique? Non, de censure. Ah. Je pense pas qu'il n'y a pas de censure. Il y a éventuellement de l'autocensure en France de certains journalistes. Le problème est que là aussi, dans les médias, que ce soit des médias écrits ou radio ou télévisés, il y a une sorte de concentration même de la pensée. Et que cette concentration de la pensée, elle est centrée sur le mode de vie des urbains. Et les analyses de la politique qui est essentiellement urbaine. Et donc on a aussi oublié ces gens-là. Et donc ça n'a pas transparu dans les médias. Simplement, il n'y a pas de censure. Quelques questions d'une auditrice. Elle m'a demandé de vous demander si vous n'avez pas identifié une similitude des mouvements relatifs en Haïti et en France avec tous les mouvements de mise en question du capitalisme, un système qui s'éteint à petit feu en dépit des gros intérêts. Ne sont-ce pas des mouvements d'avant-garde pour l'émergence de nouveaux paradigmes? Dernière question, qu'est-ce qui explique le refroidissement apparemment du mouvement en Haïti alors qu'on devrait s'attendre à son durcissement eu égard à l'ébullition du mouvement Frères des Gilets jaunes? Moi, je pense qu'elle a parfaitement raison. C'est une crise du capitalisme. C'est un tout petit, phénomène qui est un premier indice à une crise du capitalisme mondial. Moi, j'en suis convaincu, c'est mon analyse, je vous le disais tout à l'heure. Ce capitalisme aujourd'hui, il est complètement hors sol et ne tient plus en compte, ne s'en sent plus un rôle social. C'est votre point de vue? Tout à fait, c'est ce qu'on est en train de dire là autour de cette table depuis un moment déjà. À cette peut-être différence près que les réactions ont été peut-être mieux structurées en France. Mais quant à pour cette crise du capitalisme, il est parfaitement évident qu'on est en plein dedans maintenant. Et on va l'aborder. C'est pourquoi, au fond, n'oubliez pas aussi, autre élément déclencheur qu'il y a eu chez nous, ça a été l'affaire Petro-Caribé, qui a été un des éléments déclencheurs. Et élément déclencheur qu'il faut absolument maintenir. Il ne faut pas que l'un fasse oublier l'autre. Absolument. Parce que la tentative est là, la tentative de récupération notamment. Donc il ne faut pas qu'on oublie non plus ce problème cet élément déclencheur qui a été le Petro-Caribé. Mais derrière Petro-Caribé aujourd'hui est dépassé. Ce que les gens réclament, c'est encore une fois, c'est une refonte totale de toutes les structures sociales, de renoncer au monopole, de renoncer
à toutes ces valeurs qui remontent pratiquement à l'époque coloniale chez nous. On se croyait presque à l'époque de Colbert encore. Et de construire un État efficient. Et de finir, et qui devra déboucher précisément sur la construction de cet État-là. Revenons à ces manifestations-là. Au fond, que réclamaient les gens? Ces gens réclamaient aussi une chose élémentaire. Ils réclamaient d'être entendus, ils réclamaient d'être écoutés, et qu'on puisse leur parler aussi. Mais vous savez, le silence de certains secteurs de notre société est éminemment éloquent. On a attendu le secteur privé. On l'attend encore. Il est arrivé, mais il est arrivé très tard. Il n'existe pas. Non seulement, on peut se poser très légitimement la question, existe-t-il encore quantité, il est trop divisé. Mais on ne l'a pas vu, il avait sa place là-dedans. Et non seulement il n'a pas eu sa place, quand il est arrivé, il est arrivé vraiment en fin de course. Il est arrivé après l'initiative du noyau dur, après l'initiative de Nanan Bagaï, après l'initiative du corps groupe. Et je regrette, aujourd'hui, il faut beaucoup plus qu'un sourire, aussi radieux soit-il, de quelques personnalités pour réagir à tout cela. La société civile n'aurait jamais dû attendre un déclic venant de l'extérieur pour réagir. Il fait penser là-dessus à ce grand écrivain français qui commentait les damnés de la terre de Fanon et qui disait, on a un peu l'impression que lorsque le pays occidental suggère une idée, et elle est tout de suite reprise en écho par les pays sous-développés. Lorsque le corps groupe est arrivé, il est arrivé pour dire quoi? Élection. Et on a entendu tout de suite au niveau du secteur de la société civile, c'est comme si on avait entendu comme écho, Sion. Ils sont arrivés après stabilité. On entendait T. C'est pas ça qu'on demande du tout. On demande que des initiatives soient prises par le secteur, par la société civile. On attend qu'elle s'implique. Il y a eu quelques signes complètement isolés. Au niveau du secteur privé, on a entendu les gens proposer l'augmentation de salaire, par exemple. Ça, on l'avait entendu déjà avant les événements. Et c'est mais dans des conditions qui sont encore très discutables. Mais quoi qu'il en soit, on s'attend aujourd'hui à un engagement global qui soit à la hauteur de la situation. Ambassadeur, permettez que j'accueille un auditeur, et un auditeur avisé. C'est un entrepreneur et je ne sais pas s'il s'est naturalisé, mais je sais qu'à l'origine, il était français. Il vit en Haïti depuis quelque temps. Il veut placer 2 mots. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Dans 5 minutes, ce sera la fin de l'émission. Mais avec votre permission, j'accueille l'auditeur. Monsieur Belloni, bonjour, bienvenue sur Métropole. Oui. Allez-y, vous avez l'antenne. Bonjour, monsieur Théodore. J'ai loupé quelque chose. Excusez-moi, là, sous le thème. Oui, c'est les gilets jaunes. On parle des gilets jaunes. Les gilets jaunes, tout à fait. Très bien. Alors, en effet, en tant que la Martinique et la Guadeloupe ne sont pas encore entrés dans le mouvement des gilets jaunes, ça veut dire qu'il y a encore de la marge pour la négociation. Maintenant, il y a des mesures qui ont été prises, qui sont des mesures intéressantes et discutables par le gouvernement. Maintenant, ces mesures ne seront certainement pas suffisantes. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a une cause à ce mouvement. Les effets et les conséquences sont dramatiques pour tout le monde, en France, et bien sûr à l'étranger. Et avec le temps, on verra combien ça va coûter. Maintenant, ce que l'on reçoit en retour de ces manifestations, est-ce que ce sera suffisant pour couvrir les pertes qui se chiffrent déjà en plusieurs pertes d'emplois, etc. Et part de marché. Si vous avez une question, merci pour la lui poser. Hein. Non, j'ai qu'un commentaire à faire. Ça, c'est une Maintenant, vision très, très court-termiste. Maintenant, Okay. à chaque fois qu'il y a des conflits, c'est toujours ainsi que ça se passe. Plus le pays est riche et qu'il peut supporter le coût de ces manifestations, il peut le faire, il peut se redresser, il peut se ressaisir.
Et si le pays est en voie de développement ou sous-développé, il est difficile de se relever, comme c'est le cas pour Haïti, de ce genre de manifestation. Le problème, c'est un problème d'homme, de compréhension, de communication. Pour ça, tout le monde l'a dit, je ne suis pas un expert en la matière et les personnalités autour de la table sont certainement mieux avisées que moi en ce sens. Oui, mais si on raisonne en termes de coûts immédiats, on n'aurait jamais eu aucune révolution. Oui. Merci infiniment. Et vous êtes encore là. Il y a des questions, je suis prêt à répondre. Oui, non. L'un des panélistes a eu à dire que si on pensait souvent aux dégâts et aux coûts, il n'y aurait jamais eu de révolution. Nous sommes d'accord. Mais on peut très bien changer beaucoup de choses sans faire des révolutions et des guerres. À condition d'avoir des politiques visionnaires. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu la réponse de Daniel Soupert. Si on n'a pas de Daniel Soupert, si on n'a pas de politique visionnaire, oui, visionnaire. Le gros problème, il est là. Voilà. Bon, eh bien merci Pierre Belloni et passez une bonne journée. Réciproquement, monsieur. D'accord. Voilà, et une question à Jérémy Tillon. Et vous avez grandi en France, je l'ai dit tantôt, et au cours de ces derniers mois, si vous étiez encore en France, est-ce que vous auriez participé au mouvement? Je l'aurais suivi. Après, est-ce que j'aurais participé? Peut-être que je serais allé dans une manifestation au début. Il faut savoir que la dernière manifestation qui s'est passée était très radicale, elle était politisée. Il y avait des blocs de l'extrême gauche, de l'extrême droite, donc des gens qui étaient aussi là quand même pour faire un petit peu de sport avec les CRS, donc c'était un peu compliqué. Moi, juste pour revenir par rapport à ce que disait l'ambassadeur... Juste avant, savez-vous que les Gilets jaunes ont souvent pris des dispositions pour éviter des débordements? Oui. À leur niveau, probablement. À leur niveau, oui. Est-ce que vous êtes au courant? Bon, c'est pareil avec les Petro Challengers chez nous, qui eux, quand ils vont gagner la rue, annoncent qu'ils vont prendre des mesures. Oui, mais il faut en avoir les moyens et ça s'organise avec beaucoup d'effectifs. Oui, mais en France, la France a les reins solides, c'est un pays organisé. C'est un problème d'expérience. Un service d'ordre pour entourer un cadre de manifestation, c'est une grosse organisation. Les syndicats ont l'habitude, parce que ça fait des décennies qu'ils ont fait monter des manifestations. Et ils ont des budgets mais pour ça. ces gens-là qui se sont levés un peu partout en France ne sont pas organisés. Alors, à leur niveau, dans leur petit groupe, ils se sont sûrement donné des mots d'ordre en disant « Fais attention, s'il y en a un qui commence à exagérer, il faut le calmer, ceci, cela ». Mais ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Ils peuvent pas encadrer. Vous avez vu aussi des manifestants s'attaquer à des policiers? Oui, quelques-uns, oui, bien sûr. Il y en a eu. Mais et vous avez entendu aussi la réponse. Vous avez entendu aussi la réponse du président. Dans ce genre de choses, il y a aussi toujours des gens qui finissent par, excusez-moi, péter les plombs et qui n'arrivent plus à se discipliner. Ça arrive, il y a des débordements. Maintenant, pour votre question, Wendell, ce qui est très importante, à propos des étrangers. Les étrangers qui sont en France, la plupart vivent dans les grandes ou autour des grandes métropoles. Ils sont moins... Ce mouvement-là, il est très rural. Il est très petite ruralité, petits bourgs, petites villes de province qui souffrent de leur éloignement des métropoles. Ça a commencé comme ça. Les étrangers en France, ils sont essentiellement dans les centres urbains, donc ils ne sont pas non plus tellement concernés. Touchés, et puis, il y avait aussi le risque d'essayer de ne pas se heurter à des gens de droite qui auraient peut-être profité de leur présence. Un dernier mot à chacun de vous, mais avant... Jérémy allait terminer. De revenir sur les propos de l'ambassadeur et de M. Soupert. Je pense qu'effectivement, il y a une similitude entre Haïti et la France par rapport à la... Pas entre Haïti, dans les mouvements. Dans ce mouvement-là, par rapport à la colère du citoyen, par rapport à cette frustration où il voit qu'en haut, on ne l'écoute pas, ou alors que vraiment, on évolue sur deux planètes différentes. Ça, c'est clair et net, il y a une similitude par rapport à ça. En revanche, moi, quand j'ai entendu le discours de Macron, effectivement, les Français et les Haïtiens, en tout cas, revendiquaient c'est pas forcément plus d'argent, c'était le pouvoir d'achat, oui, mais c'était surtout une question de dignité. Parce qu'il y a un moment où quand vous gagnez 1100 €, 1200 € et que vous avez une députée en face de vous qui ne sait même pas à combien est élevé le SMIC,
et que cette fille-là, elle va toucher 3, 4, 5, 6, 7, vous vous dites, mais il y a vraiment un gros problème. Donc moi, la dernière chose sur je voulais finir, c'était le discours de Macron. Moi, j'avais pas l'impression qu'il était adressé aux Français. En tout cas, aux Gilets jaunes, il était plutôt adressé aux Français qui soutenaient la cause. Et si Macron, justement, réussissait à avoir ces Français qui soutenaient la cause et que ces Français disent « Bon, ok, il a lâché du lest, il a donné, arrêtons les violences, arrêtons les manifestations », c'est ce qui est en train de se passer. là, il a gagné. Là, il a gagné. C'est ce qui est en train de se passer selon les dires de Aude-Marie. Il ne parlait pas aux Gilets jaunes, il parlait aux Français. À déjà 54% des Français qui disent non. Bon, exactement. Maintenant, il faut se calmer. Oui. C'est pareil, après la grève, la semaine de grève qu'on a eue. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est à l'époque de Noël et que c'est un moment extrêmement important dans toutes les nations occidentales. Et c'est là où les entreprises font 2 fois leur chiffre d'affaires habituel et qu'elles font leur résultat de fin d'année. Est-ce que c'est votre dernier mot, Daniel? Mon dernier mot, c'est si ça pouvait se faire en français, qu'on se calme et que la vie reprenne et qu'on n'ait pas chaque soir à partir de 8h des rues blanches, que la vie reprenne un petit peu. Mais le problème, c'est que nous, ici, on est confrontés à d'autres choses. La peur et le manque d'argent, qui est bien plus cruel et bien plus grave que ce qu'il y a en France. Et la grosse majorité de la population ici n'arrive pas à faire même pas ses fins de mois, c'est demi-mois. C'est demi-mois. Ambassadeur Étienne, le dernier mot? Votre dernier mot? Non, il n'y a pas de dernier mot, c'est pas possible, parce qu'on est en face d'une situation qui commence à peine. Il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. Alors, dans le cadre de cette émission. Dans le cadre de cette émission, je crois qu'il faut surtout inviter tous les membres de cette société-là, quels qu'ils soient, à être un peu plus attentifs aux bouleversements qui ont démarré ici, qui ont commencé, qui effectivement ne sont pas à la veille de s'éteindre. Et il faut une implication de tous les membres de la société. On ne peut plus donner encore dans la démagogie. Les politiques eux-mêmes arrivent en bout de rouleau. Et il faut une reprise en main des affaires de cette société, par cette société elle-même. Par cette société, j'entends toute la sociale confondue. Il y a beaucoup de récupérations qui sont en cours. À tous les niveaux, on ne peut pas sombrer là-dedans maintenant. Ce qui se passe aujourd'hui chez nous est important. C'est l'aboutissement de tout un processus qui a commencé depuis plusieurs années déjà. On ne va pas faire remonter ça seulement au départ de Jean-Claude Duvalier. Au fond, bien avant, ça avait déjà commencé. Il y a une maturité qui est en cours là. Il y a une fermentation aussi de tous les problèmes de ce pays-là. Il est temps d'y apporter des solutions et ça, c'est le problème de l'ensemble du pays. Merci, ambassadeur. Et je termine avec cette information qui concerne notamment les lycéens dans le cadre de ce mouvement. Les lycéens qui restent également mobilisés. Ils ont entamé leur 2e semaine de perturbation pour dénoncer les mesures gouvernementales avec quelques 450 établissements touchés sur fond d'inquiétude des personnels pour leur sécurité et celle de leurs élèves. C'est un mouvement, ce mouvement qui proteste notamment contre la réforme du bac, le système d'accès à l'enseignement supérieur et le service national universel est né la semaine dernière dans le sillage de la colère protéiforme des Gilets jaunes. Oui. Messieurs, c'est 480 établissements sur 12 000. Donc c'est encore assez marginal. Et puis on va arriver aux vacances de Noël. Et ils vont aller skier ou ils vont aller jouer sur leur tablette. Et puis ce sera fini. Ce sera fini. Pour l'instant. Daniel Souper, je l'ai dit, vous êtes entrepreneur, ancien banquier. Jérémy Tillon, journaliste à Métropole, producteur de musique de formation. L'ambassadeur Lionel Étienne. Et puis je remercie Aude-Marie Wendell Théodore qui est intervenue dans cette émission pour partager avec nous ce qu'elle vit en France actuellement. Merci messieurs du sacrifice, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Vous aussi, une heureuse année aussi pour ce pays. Merci. Oui, tout à fait. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une très bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading.